Isabelle Kocher, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Aux 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence cette année, édition 2016, organisée par le Cercle des économistes, vous participez à une session consacrée à la souveraineté économique. Une question précise, la souveraineté économique existe-t-elle encore? Alors, Engie, ex-GDF Suez, évidemment, c'est l'énergie par excellence et donc la souveraineté énergétique par excellence. Quelle est votre vision de cette question liée à celle de la souveraineté aujourd'hui en tant que grand groupe énergéticien? Et puis en tant que citoyenne, parce que je pense que je suis là en tant que les deux. Écoutez, moi je pense qu'il faut revenir aux racines. Et que le plus grand territoire de légitimité, le premier pour une nation, c'est la paix et la sécurité. Et ça me frappe beaucoup de voir que c'est le Royaume-Uni qui a décidé de sortir, le pays qui, au moment des grands conflits mondiaux, et en particulier du premier, s'est exposé le plus. Voir ce pays quitter l'Europe aujourd'hui, je pense que ça doit nous interroger vraiment sur, au fond, mais quel était ce rêve européen, quelle était sa vision première, et je pense qu'on l'a complètement perdu en route. Aujourd'hui, l'Europe est devenue un grand ensemble administratif, désincarné, assez peu lisible dans sa gouvernance. Et pour autant, je crois que le sujet de la paix et de la sécurité n'a absolument pas disparu de nos problématiques. Alors c'est une nature de menace qui est sans doute un peu différente, mais revenir à cette source-là me paraît absolument essentiel. En termes de stratégie, quelles conséquences ont ces questions de souveraineté directement sur le secteur énergétique? Après, s'agissant des grandes politiques énergétiques, et économiques d'ailleurs, plus généralement, moi, ma conviction, c'est qu'il faut aller chercher des périmètres de régulation de ces grandes régulations, de ces grandes politiques, en prenant en compte les contraintes. Quand on regarde bien, par sujet, elles ne s'expriment pas de la même façon. Et en choisissant les cercles de gestion de ces problématiques en fonction de ces contraintes. Un exemple, le réchauffement climatique. C'est clair que la gouvernance n'est même pas une gouvernance européenne, c'est une gouvernance mondiale. N'importe quel pays émettant du CO2, n'importe où dans le monde, CO2 étant brassé à l'échelle de la planète, impacte tout le monde. Donc c'est une gouvernance mondiale. Politique énergétique, pour revenir à votre question plus directement, il faut regarder la réalité physique. C'est de mon point de vue pas d'abord forcément une politique à 28 si on regarde la zone européenne. La première urgence, c'est de définir une politique économique, énergétique, là en l'occurrence, qui soit fondée sur les zones qui sont interconnectées entre elles. La France et l'Allemagne sont complètement interconnectées. C'est une plaque de cuivre. Toute décision prise par l'Allemagne en matière énergétique a un impact direct sur les citoyens français, autant que sur les citoyens allemands, presque. Et réciproquement d'ailleurs. Donc, ne pas avoir de politique énergétique commune à cette dimension-là est franchement absurde. Ne pas avoir la même politique énergétique que la Grèce n'est pas très grave. Donc moi je crois beaucoup à un système dans lequel on redifférencie les choses. On revienne à l'essentiel en ce qui concerne l'Europe. Et plus l'Europe sera claire dans sa vocation première, qui est de mon point de vue la paix, la sécurité, plus elle sera décomplexée, libre, d'envisager de manière beaucoup plus souple les périmètres adéquats pour le lancement de ces grandes politiques économiques et en particulier celle de l'énergie. Alors dans la session à laquelle vous participez aux rencontres économiques d'Aix, le 16e du nom, il y a une forte dimension évidemment économique et financière. Les États, on ne va pas en citer un en particulier, mais les États aujourd'hui sont confrontés individuellement à des priorités budgétaires et à des contraintes, enfin à l'endettement notamment. Est-ce que cela également a un impact direct sur les politiques énergétiques des pays en question? Est-ce que la politique budgétaire, est-ce que les questions d'endettement impactent directement les questions d'énergie aujourd'hui dans les pays? Alors, indirectement, mais très indirectement. Pourquoi? Parce que l'investissement est consenti en réalité par des acteurs privés en Europe, qui investissent, construisent des centrales, par exemple, et puis en réalité, exploitant ces centrales dans la durée, reviennent dans leurs fonds et remboursent leur propre endettement. Ce n'est pas de l'ordre de l'endettement de l'État. Dans un certain nombre de cas, les États, regardez notamment le Royaume-Uni, se lançant dans un programme nucléaire dont on sait bien qu'il a un profil de risque un peu particulier, est amené à garantir financièrement tout le dispositif de financement de ces centrales. Donc là, il y a un lien avec la problématique de l'endettement public, mais il est relativement ténu.
Les énergies bas carbone, c'est l'un des grands objectifs d'Engie aujourd'hui. Les énergies bas carbone, c'est aussi peut-être un facteur de paix quelque part dans le sens du développement. Ce qui se passe dans le monde de l'énergie est tout de même assez remarquable, hein, puisque d'abord c'est une révolution dans les esprits. De ce point de vue-là, le changement climatique change tout, puisque c'est la première fois que nous sommes tous face à un challenge commun. Voilà, et que personne ne peut dire « ça n'est pas mon problème ». Donc ça change beaucoup de choses. Et puis il se trouve que les technologies qui ont énormément évolué depuis 10 ans, c'est de manière une vraie rupture dans le rythme de l'innovation là. Le numérique notamment, avec les réseaux intelligents, les smart grids. Le solaire, le stockage. Tout ça combiné ensemble laisse entrevoir effectivement un monde de l'énergie de demain qui aura des caractéristiques très différentes de celui d'aujourd'hui. Quelques-unes que je cite. La première, c'est que la ressource énergétique sera beaucoup mieux répartie. Aujourd'hui, elle est dans les mains de quelques pays, avec les problèmes qu'on sait, les tensions qu'on sait. Demain, si par exemple l'énergie solaire, qui est un gisement tout à fait considérable à l'échelle, bien plus considérable que nos besoins en réalité, si l'énergie solaire devient économiquement exploitable, ça veut dire que chaque pays quasiment dispose de la ressource dont il a besoin. Donc d'un point de vue géopolitique, ce sera très différent. D'un point de vue carbone, ce sera très différent, parce que nous pensons qu'on va vers un monde qui se décarbonise, qui sera complètement décarbonisé. La production d'électricité d'abord, le gaz ensuite, probablement, on fera tout pour ça. C'est assez plein d'espoir. Ça veut dire que on peut, et c'est la première fois, franchement, mais on peut enfin se dire qu'on pourra consigner un jour énergie pour tout le monde. Il y a 2 milliards d'habitants de la planète qui n'ont pas accès à un accès correct à l'énergie aujourd'hui. Sans énergie, il n'y a rien. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a rien. Le cycle de développement ne s'amorce pas. Donc on pourra concilier, j'en suis convaincue, ça mettra peut-être un peu de temps, mais j'en suis convaincue, l'énergie pour tout le monde d'une manière qui soit soutenable. Donc c'est plein d'espoir, ça exige beaucoup de transformation de la part des acteurs. Et nous avons décidé d'être un pionnier de ce monde-là. Et nous sommes en train de déployer un plan de transformation, d'investissement extrêmement ambitieux pour être ce pionnier-là. Isabelle Kocher, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.